construire un Dahomey qui soit en mesure de mériter son nom de quartier latin de l'Afrique, de mériter les glorieux noms comme Béhanzin. Et il faut le dire, il est difficile que face à un tel combat, que ça ne manque pas non plus d'inconvénients. La vitalité était telle qu'à un moment donné, puisqu'il n'y avait pas un pouvoir pour arrêter le pouvoir, parce que comme l'a souligné un des doyens de la vie politique de la place, que le général Émile de Souza lui aurait dit que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est un pouvoir qui arrête le pouvoir, mais à l'époque, eux, ils n'avaient pas un pouvoir pour arrêter le pouvoir, ce qui expliquait de manière intempestive les coups d'État. C'est-à-dire que les hommes politiques, les partis politiques, l'animation était telle que les militaires s'interféraient régulièrement pour arrêter, si vous voulez, un peu les jeux et les enjeux qui se retrouvaient en place. Et ce qui nous a conduit jusqu'en 1972, où le 26 octobre 1972, le général commandant à l'époque était venu, si vous voulez, siffler un peu la fin de la récréation, parce que, vous savez, on a connu pratiquement presque beaucoup de régimes à l'époque. La vitalité était telle que nous sommes allés jusqu'à un conseil présidentiel où il fallait un triumvirat, où on a 3 présidents, comme vous le constatez, comme l'a dit le général Mathieu Kérékou, que c'est un monstre à 3 têtes. C'est difficile pour avoir la tête d'un seul État, un conseil présidentiel où vous avez 3 présidents. Mais ce qu'on peut observer, ce qu'on peut remarquer, ceci de manière positive et qui doit normalement aider pour nous autres aujourd'hui et pour les Béninois de demain, c'est la préoccupation majeure qui est au centre, c'est que c'était le pays. C'était le Dahomey, c'était le Bénin, c'était l'intérêt général, c'était comment faire pour que le Bénin joue mieux sa partition dans le concert des nations. Et effectivement, à l'époque, pour tous ceux qui voyageaient, et nous autres aujourd'hui, on en bénéficie. Mais avec un certain nombre de regrets par rapport à un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui, où les gens sont obligés de vous citer comment ils aimaient notre pays du fait de l'animation de la vie politique, du syndicalisme qui était un syndicalisme. C'est ça le problème. Quand on vous suit, on suit votre raisonnement, on constate qu'au lendemain de cette indépendance, jusqu'à 1972, la vie politique était fortement animée. Tout à fait. Au début de 1972, même avec les politiques avec le marxisme, les NIMS et tout ça, qui ont encadré le régime militaire, il y avait aussi une certaine animation de la vie politique. Et même les contestations qu'il y a eu avec les partis communistes et tout cela, qui ont provoqué avec d'autres forces l'animation, même clandestine de la vie politique, jusqu'à forcer la conférence nationale, on sentait que la vie politique était animée. Au lendemain de la conférence nationale, si vous regardez l'histoire du pays, la première, la deuxième législature à l'Assemblée nationale, beaucoup de Béninois étaient fiers de suivre les débats au Parlement. Mais depuis environ 2 ou 3 législatures, c'est devenu terne. Et vous le constatez aussi depuis environ 6 ou 7 ans. Il n'y a plus aucun monde qui aime parler. On a comme l'impression que les gens se résignent. Le débat est presque mort. Même parfois pour faire des émissions du genre, et au sein de la majorité présidentielle, et au sein de l'opposition, nous avons parfois du mal à trouver des individus. On appelle des gens et disent « je ne veux pas parler ». Non, je ne parle pas de vous. Il y a parfois des gens, parfois pour faire une émission, vous appelez 4, 5, 10 personnes jusqu'à en trouver une qui accepte de venir parler. On ne veut plus parler. Tout le monde se tait. Il y a comme une terreur. Voilà pourquoi nous ne voulons pas parler de terreur, mais on parle de morosité. Pourquoi tout est plat, calme, depuis un temps? Qu'est-ce qui explique cela, selon vous, jeune acteur de la classe politique? Non, je crois que, un peu comme j'étais en train de le dire, au niveau des aînés, jusqu'en 72, comme nous l'avions dit, et après 72, effectivement, on a eu un régime monolithique, le régime marxiste du président, le PRPP, le parti de la Révolution populaire du Bénin. Mais pour autant, dans la clandestinité, et même à l'extérieur, il y avait des acteurs politiques béninois qui avaient continué à animer d'une manière ou d'une autre. Mais le régime était très fort, le régime révolutionnaire. Et le travail fait par ces acteurs politiques, et même par les, il faut l'avouer, même par les étudiants, il faut dire. Et au niveau syndical, nous a conduit effectivement à la conférence nationale. Au lendemain de la conférence nationale, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous aussi, effectivement, la vie politique était animée. Déjà au niveau de la transition, on a vu comment l'animation de la vie politique était à son comble. Jusqu'à l'élection du président Lycée Fossoglo, et qui avait en face comme parti d'opposition le NCC du professeur Albert Thévoudjet.
et où les idées étaient au centre des préoccupations, autant au centre de l'action politique, les idées. L'argent en était moins, l'argent avait certes sa place, mais n'était pas au-dessus des idées. Et il y avait une opposition qui travaillait, qui était active, et qui amenait même le chef de l'État qui, avant peut-être de prendre un décret ou de prendre telle ou telle position, de réfléchir sur ce que pourrait être la position de l'opposition. Et à l'Assemblée nationale, effectivement, on a eu des grands noms, on a eu des responsables politiques qui ont permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire au lendemain de la conférence, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont organisé la conférence nationale qui ont réussi leur démocratie. Il fallait avoir la chance que nous avions eue d'avoir des gens qui passaient le pays en première position et leurs propres intérêts, leurs propres personnes au second rang. Et ce qui fait que, même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ça qui a conduit à la loi Niolon-Fon, qui permet aujourd'hui d'avoir la Sénat pour organiser des élections. Bref, vous dire qu'au niveau de la première législature, le vent des années 60-70 soufflait encore. Mais malheureusement, il faut le dire sans embâche, qu'après la première législature, l'argent est venu beaucoup au centre de l'action politique. L'argent a pris une place importante dans le pays, et comme moi je l'ai souligné quelque part dans mon ouvrage, pour dire qu'il faut vaincre l'argent. Parce qu'une fois que l'argent prend le dessus, c'est les idées qui reculent. Et ceci a amené les idées à se retrouver au second rang, ce qui a amené aussi, si vous voulez, il faut dire les choses, les acteurs politiques à se préoccuper moins de l'intérêt général. À se préoccuper moins de l'intérêt général, à se préoccuper beaucoup plus de postes, beaucoup plus de l'élection, beaucoup plus d'intérêts partisans. Et ce qui fait qu'à un moment donné, celui qui l'a compris peut mettre la main sur une telle classe politique. Et c'est ce qui a expliqué les différentes morosités. La morosité que nous connaissons aujourd'hui. Pour sortir de là, il est impérieux de redorer le blason du pays, de redorer le blason de la classe politique, de remettre les idées au centre de la préoccupation majeure de toute l'action politique qui a amené. Au cas contraire, la morosité ne peut que continuer. Et donc, moi, je pense que après la conférence nationale, quand nous sommes aux élections de 96, où on a eu le président Soglo a perdu le pouvoir, le général Kérékou est revenu, on peut être tenté de dire que ça avait continué encore un peu d'une manière. Mais c'est après les 10 ans du général Mathieu Kérékou où nous sommes retrouvés finalement en 2006, et c'est l'échec de la classe politique, c'est l'échec du comportement politique, c'est l'échec de l'action politique qui a fait que, parce que dans la plupart des pays, dans la plupart des démocraties, où les partis politiques sont bien organisés, où la vie politique est bien animée, où les normes politiques sont respectées, où l'intérêt général, où la préoccupation majeure est de comment sortir le pays de sa torpeur, ou de faire en sorte que comment les populations devraient mieux se porter, où les intérêts partisans, les intérêts personnels sont relégués, l'action politique est mieux menée. Et là, on peut assister facilement au succès et à la réussite de la classe politique. Et malheureusement, en 2006, par exemple, bon, je dis malheureusement parce que la Constitution stipule très bien que la vie politique est animée par les partis politiques. En 2006, comme en 91 et même comme en 96, ceux qui prennent le pouvoir, ce ne sont pas des gens qui viennent directement de l'arène politique. Et c'est un échec au niveau de l'animation politique. Et ça a continué encore, ça a été encore plus renforcé malheureusement, parce que au jour d'aujourd'hui, le calme, on assiste à un calme plat. On ne peut pas, j'entends souvent dire qu'on a muselé la presse, on a muselé la classe politique, on a le chef de l'État a mis la main sur tout. Je dis non. Je dis non, pourquoi? Quand on élit un chef de l'État, il se met à l'exercice, il se met au travail, il fait en sorte de vouloir appliquer ce pourquoi il a été élu, il met en place ses idées, il les exécute, et c'est difficile d'avoir une œuvre humaine sans faute, sans erreur par ici. Lui, il gouverne, il faut une opposition pour s'opposer. Voilà pourquoi nous parlons de démocratie. Oui. Qu'est-ce qui justifie selon vous que l'opposition soit aussi terne aujourd'hui,
qu'elle soit aussi inactive. C'est vrai qu'elle n'est pas majorité au Parlement, comme ce fut le temps il y a quelques années, mais même le petit nombre qu'elle fait là, il n'y a presque plus rien. Pourquoi? Mon cher ami, quand vous prenez l'NCC du professeur Albert Tévogier, quand ils étaient de l'opposition à l'Assemblée nationale, ils n'étaient pas majorité, ce n'était pas une majorité écrasante. Oui. Quand vous prenez le FPI de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire à l'époque, ils n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée nationale, à une Assemblée nationale. Dans le cas béninois actuel, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Vous savez, comme on le dit chez moi, en langue yoruba, quand vous ne le faites pas comme on fait, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on doit avoir. Et c'est le cas aujourd'hui. Moi, vous savez, je n'ai pas la langue de bois, je me dis les choses telles qu'elles se présentent. Si, à partir d'un certain nombre de moyens, c'est à partir d'un certain nombre de démarches, à la limite un peu catholiques, que nous arrivions à nous positionner d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas évident que nous ayons des résultats qui suivent. Parce que si la personne n'est pas... Vous savez, la politique, c'est aussi le flair. La politique, il faut l'avoir un peu dans les veines. Il faut avoir une certaine capacité de sacrifice de soi-même. Il faut avoir la volonté de vouloir faire. Il faut avoir la volonté d'être prêt à tout. Et d'être en mesure de passer en second rang, sa propre, si vous voulez, sa propre personne. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, et ce n'est même pas une impression, je crois qu'on peut l'observer, que vous avez à l'Assemblée nationale, qu'au niveau des conseils communaux, des conseils municipaux, ce qui amène à l'élection aujourd'hui est complètement autre que les idées, est complètement autre que une certaine volonté, une certaine vision. Donc il y a un problème de casting. Donc il y a un problème de casting au niveau politique, il y a un problème au niveau de l'animation même des partis politiques. Il y a un problème même au niveau. Aujourd'hui, au niveau des partis politiques, chacun sait très bien comment les choses se passent. Et ce qui fait que les résultats, ce que ça donne pour ceux qui finalement représentent ce que... Parce que vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. L'Assemblée nationale, c'est tout le Bénin qui se réduit en 83 personnes. Et donc, comme vous le constatez là, les anciens ministres auraient pu ne pas se retrouver devant la haute cour si l'Assemblée nationale avait décidé du contraire. Donc la vie de notre pays se retrouve, vous savez, d'une élection à une autre, c'est-à-dire avant d'aller donner le pouvoir au peuple de se prononcer au niveau de sa souveraineté, d'une élection à une autre, tout se passe à l'Assemblée nationale. Mais si au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pas... en tout cas, en comparaison avec ce que nous avons eu au lendemain des élections, au lendemain de la conférence nationale, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a des tirs à corriger. Et quand on aurait corrigé le tir, on peut espérer ce que vous voulez. Notre pays pourra avoir un peu ce que nous voulons. Donc c'est dire que le camp-là auquel vous assistez aujourd'hui, le chef de l'État, lui gouverne, il faut une opposition pour s'opposer. Il faut une opposition pour dire les endroits sur lesquels il n'est pas d'accord. Il faut une opposition pour s'affirmer, de sorte à permettre même, parce que pourquoi la Constitution l'exige? C'est pour faire en sorte qu'un chef de l'État, c'est un homme. Il peut se tromper, il peut faire des erreurs. Or, ces erreurs, ces fautes engagent toute la nation. Mais au même moment, la Constitution, pour éviter qu'on ne se retrouve au mur, a permis à ce que nous ayons une animation politique, pas les partis politiques, et donc pas une opposition qui soit en mesure d'attirer malgré la multitude de partis politiques. Malgré la multitude de partis politiques. Des centaines de partis, pourtant... Ça, ce n'est pas si grave que ça, bien que je sois de ceux qui pensent qu'il faut que nous allions vers des regroupements des forces politiques. Vous savez, ça, avec le temps, détermine la vie des partis politiques. Au lendemain de la conférence nationale, on avait eu certains partis politiques qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y en a que vous avez aujourd'hui sur l'échiquier politique national, que vous ne verrez plus d'ici à là. Monsieur Badarou, de 90 à 96, de 96 à 2006, de 2006 à nos jours, ça fait 3 périodes en fait. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique cette différence-là entre ces 3 périodes-là au plan de l'animation de la vie? Oui, la différence, c'est un peu ce que je vous expliquais. Vous savez, jusqu'à on est arrivé à la conférence nationale. Déjà, à la conférence nationale, vous avez encore le président Maga, le président Aouma Degbe. On avait encore beaucoup de nos anciens et qui ont continué avec les valeurs anciennes. Les valeurs qui ont caractérisé le Dahomey. Les valeurs qui ont fait que les gens ont une admiration pour notre pays. Cela était encore là. Jusqu'à la conférence nationale, jusqu'au lendemain, et donc jusqu'aux élections de 96. Après 96, un certain nombre d'hommes politiques de l'ancienne génération se sont retrouvés, si vous voulez, je ne dirais pas sur le carreau, mais ne pouvaient plus compétir. Et donc, les anciennes valeurs qu'on a véhiculées jusque-là, une partie avait déjà pris un coup. Après 96, tout au long du mandat du général Kérékou, pendant les 2 mandats, les 10 ans,
Ça a continué un peu. Et puis après, je crois, le vide, c'est qu'on pouvait observer le vide. On pouvait constater que après ce que je peux appeler la première génération, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui nous ont conduits à la conférence, à l'indépendance, et qui sont restés, certains sont restés un peu jusqu'à la conférence nationale. L'étage suivant, je parlais des présidents Amoussou, je parlais des présidents Tévodré, je veux parler des présidents Mbedji, en tout cas de l'étage suivant, jusqu'aux élections de 2006. Et il ne restait qu'un seul qui pouvait encore compétir parmi la plupart de ces années-là. C'était le président Adrien Mbedji. Et donc, le fait de ne plus être en mesure de ne plus être en mesure de compétir, donc du coup, il y a forcément quelque chose qui vous retient par rapport, si vous avez encore toute votre plénitude, si votre combat avait encore un peu un sens, ou alors il y a aussi quand même forcément l'âge, je vous en prie, il y a forcément le poids de l'âge. Et après 2006, je crois que certains ont livré encore, se sont mis encore à la tâche et ont livré le combat. Je parlais du président Moussou, du président Gbagbo et tout ça, le président Sogo, tout ça a conduit à ce que nous avons appelé l'Union fait la nation à l'époque. Et comme vous pouvez le constater, je crois qu'il y avait certains qui étaient surpris de les voir marcher par exemple de la place Lénine jusqu'au ministère de la Santé. Et donc c'était des gens qui, le peu qu'il restait encore dans les veines, étaient prêts à le montrer. Hier, je suivais le président Zissou que s'il pouvait, il aurait pu servir encore notre pays au mieux. Pour vous dire, je profite pour lui dire tous mes voeux d'heureux anniversaire par rapport à ses 95 ans. Mais c'est pareil pour au niveau des autres présidents aussi, les septuagénaires là, qui jusque-là aussi avaient voulu. Mais après les élections jusqu'aux élections de 2011, et à aujourd'hui, on peut constater qu'il y a eu la fin complète, si vous voulez, je ne dirais pas définitive, de la nouvelle génération des anciens, si je puis m'exprimer ici. Il n'est resté alors que quelques peu qui n'ont pas fait l'école nouvelle, et après, ceux qui ont fait l'école nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle génération, comme vous pouvez le dire, qui aujourd'hui est complètement aux affaires politiques de notre pays. Et donc, le signal, le reflet qui est là aujourd'hui, est là, le résultat de la nouvelle classe. Et qui me paraît être, ou alors qui véhicule une défaillance dont nous avons l'obligation morale, dont nous avons l'obligation politique de corriger. Parce que la défaillance, telle qu'elle se présente là, ne conduit pas souvent à de bons ports. Parce que l'animation politique, c'est ça qui évite toute remise en cause. Parce qu'il y a un gouvernement qui gouverne, il y a une opposition qui dit son mot, et il y a une animation politique de telle sorte que chacun peut se retrouver d'un côté ou de l'autre au niveau de la population. Mais alors, M. Badarou, que reste-t-il aujourd'hui de la conférence nationale? Pour ce qui reste aujourd'hui de la conférence nationale, c'est la possibilité que je vois par exemple devant vous en train de dire les choses telles que je le pense. C'est une... Ici, c'était on dit pendant longtemps, et quand vous étiez à l'Union fait la nation, vous l'avez dit aussi, remise en cause des acquis de la conférence nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul et avec votre nouvelle position politique, vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Vous savez, il y a un responsable de l'URTB qui m'avait dit à l'époque que, attends, tu viens te plaindre ici, de ci et de ça, mais c'est les mêmes qui sont avec toi là, qui m'ont appris à faire ce que je fais là, à savoir la sauvegarde des intérêts du gouvernement, les intérêts de l'État. Vous savez, on ne peut pas refuser à un gouvernement la recherche d'une majorité confortable, la recherche de contrôle de ci et c'est ça. Cela va de soi dans toute démocratie. Que vous allez en France, que vous allez à n'importe où, c'est comme ça. Mais faudrait-il qu'il y ait des gens aussi qui soient en mesure. Et c'est ça, les acquis de la conférence nationale, ce qui est resté et qui est, si vous voulez, un peu mal exploité, c'est la possibilité à chacun de dire les choses telles qu'il les pense. L'essentiel, c'est qu'il en respecte les normes, c'est qu'il respecte les lois en vigueur. Ce qui est resté de la conférence nationale, c'est la liberté de presse, c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de faire. Au niveau, je constate, au niveau des différents ministères, au niveau des entreprises d'État, ou au niveau des... je vois comment, j'ai suivi il y a quelques jours, mon cher ami Seiko,
où il se prononçait comme on le lui connaît, sur un certain nombre de problèmes au niveau du monde syndical. Donc ce qui est resté comme acquis, mais qui est en souffrance. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et ces acquis sont un peu en difficulté aujourd'hui. En difficulté du fait de ce que la nouvelle génération ne s'assume pas comme cela se devrait. Bon, moi, je dis les choses de cette façon, j'ai mon âge, mais j'ai eu la chance souvent d'être au pas des anciens. J'ai eu la chance d'être souvent avec des anciens. Et donc, du coup, il y a des choses que je vois, que j'ai entendues, ou alors que nous avions lues, qui ne sont pas exactement comme cela se devrait, comme ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, si cela ne se fait pas, s'il n'y a pas une correction au niveau du comportement politique, au niveau des visions, au niveau du courage, et au niveau de la possibilité, de porter ces idées comme on le pense, je crois que c'est ça qui me semble être le véritable problème. Sinon, les acquis de la conférence nationale sont là et je profite pour dire que c'est irréversible, puisque nous avons dit que désormais le pouvoir est au bout des urnes et non au bout des armes. Je crois que c'est irréversible désormais dans notre pays et sur le continent. Pour éviter ce qui se passe actuellement en Centrafrique, voilà, par exemple. Malheureusement. Voilà. Alors, par rapport à cela, est-ce que vous pensez, on va finir rapidement avec ce que vous voulez parler de quelques sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Est-ce que vous pensez que la révision de la Constitution pourra permettre un nouveau souffle politique? Et est-ce qu'il faut le faire maintenant, comme cela est souhaité par certains? Bon, comme vous le savez, moi, j'aime pas souvent être dans de balles masquées. J'aime pas souvent l'hypocrisie politique. J'aime dire les choses telles qu'elles se présentent. La Constitution, c'est pas une Bible. La Constitution n'est pas un Coran. La Constitution est révisable et elle peut être révisée à tout moment. La Constitution de notre pays, je ne veux pas être de ceux qui veulent tromper les Béninois ou qui trompent les Béninois au point où, parce que parfois vous discutez avec des gens et qui pensent que non, une Constitution ne la révise pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui se dit ici et là finit par mettre dans la tête de certains de nos compatriotes qu'une Constitution ne la révise pas. Que non. Il faut la réviser maintenant. Donc je pense, je voudrais d'abord lever cet équivoque. Qu'une constitution n'est pas un Coran, encore moins une Bible. La constitution est révisable. Et elle a prévu elle-même les conditions de sa révision. Donc une fois, parce qu'une constitution, c'est une volonté populaire. C'est une volonté pour, si vous voulez, ferrailler un comportement dans un pays. Pour essayer d'indiquer, c'est la mère des lois ou la loi mère, comme le disent les juristes. C'est ça une constitution. Et une loi, on la prend en fonction d'un certain nombre de réalités pour pouvoir moduler une société. Si ces réalités avancent, s'il y a une évolution au niveau des réalités, eh bien, la Constitution peut subir aussi son évolution. La circoncision de 58 en France a été révisée plusieurs fois, sans trompette. Donc aujourd'hui, je pense qu'au Bénin aussi, je ne dis pas qu'il faut réviser, c'est qu'on peut réviser. Si on juge utile, la preuve, le code électoral que les honorables députés sont en train de proposer et qui doit amener à la mise en place pour rendre permanent la Sénat, le problème de la Cour des comptes qu'il faudra quand même constitutionnaliser. Tous ces éléments sont des éléments qui peuvent conduire à une révision de la Constitution. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est qu'on jauge ce que veut la population. L'essentiel, c'est qu'on ait une idée réelle et non fantaisiste. Une idée réelle de ce que veulent les populations et en tenir compte pour aller vers une révision. Monsieur Badarou, vous êtes économiste financier de formation. Quelle appréciation faites-vous de la situation socio-économique de notre pays, le Bénin en ce moment, où il y a une morosité qui semble se prolonger et des Béninois qui se plaignent chaque jour que Dieu fait? C'est vrai qu'il y a la crise économique internationale, mais on dit que le cas particulier du Bénin, vous savez, vous entendez certains de vos compatriotes dire qu'il y a comme une malgouvernance économique qui ne permet pas la liberté économique, qui ne permet pas la fluidité économique, qui ne permet pas que les affaires se fassent aussi simplement et que malgré tout ce qui a été promis, on n'est pas parmi les premiers de la sous-région. Pourtant, ceux qui nous dirigent en grande majorité sont des grands financiers. Tout à fait. Vous avez entendu ce discours? Bien sûr, j'ai entendu ce discours. Je mentirais en disant que je n'ai pas entendu ça. Vous savez, la morosité
est sous-régionale et internationale, comme vous l'avez dit même. Il y a une crise au niveau international, d'ailleurs, qui ont emporté la plupart des présidents en Europe, tous les présidents qui ont eu affaire à une élection dans cette période-là en Europe ont été battus aux élections. Donc il y a une crise internationale, il faut l'avouer. Chez nous encore, parce que il y a des pays qui ont eu tous, nous ne pouvons que nous enrhumer ici, malheureusement. Il faudrait alors faire en sorte, il faudra corriger le tir pour faire en sorte que les chocs exogènes puissent un peu se réduire avec le temps. Il est clairement établi que nous vivions une certaine morosité depuis un bon moment, que ce soit au niveau marché d'Antokpa, au niveau de la filière des véhicules d'occasion, au niveau de la filière coton, bref, de manière générale dans le pays, il y a une certaine morosité. Bon. L'autre chose qu'il faut quand même aussi avouer, c'est qu'au niveau des équilibres macroéconomiques, au niveau des bailleurs de fonds, comme vous l'apprenez chaque jour, il y a quand même un satisfait qui est donné à notre gouvernement, que ce soit au niveau du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le MCA et d'autres. Le contraste, c'est quoi? Vous savez, de la macroéconomie oui. à la microéconomie, il y a forcément un pas. La macroéconomie, il y a un grand fossé. Ça ne peut pas suivre. Quand vous avez un taux de croissance qui oscille entre 3 et 3,2%, et un taux de croissance de la population de 3,5, donc forcément vous n'avez pas la possibilité d'aider à la réduction de la pauvreté. Mais le constat des pays qui sont en difficulté politique plus accrue que le Bénin ont leur taux de croissance Non, je crois qu'il y a parfois quelque chose qui trompe. Il y a des pays qui, par exemple, un pays qui exporte le pétrole, si au niveau de sa balance, avec cette exportation à fort degré, ça joue forcément. Si vous avez entendu le président de la République dire que si j'arrive à mieux faire le coton, avoir un taux d'exploitation important du coton, je fouetterai la croissance. Et il dit ce qui est vrai. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si votre taux de croissance oscille entre 3 et 2%, et que le taux de croissance au niveau de la population, c'est 3,5, forcément, il y a difficulté pour que les gens puissent sentir les efforts qui se font. Mais c'est ce que moi je veux juger, puisqu'il faut être honnête dans la plupart de nos jugements pour ne pas induire l'ensemble de nos populations en erreur. C'est la volonté de faire. C'est la volonté de faire, c'est la volonté de mettre en place tout ce qu'il faut pour faire avancer. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir la volonté? Mais il faut aussi faire. Maintenant, au niveau de la volonté, c'est qu'il y a des actes qui sont posés. Oui. Qu'il y a des actes qui sont... Le problème, c'est l'efficacité des actes posés. Maintenant, au niveau de l'efficacité, on a d'abord, je crois que... C'est vrai qu'on sent une volonté, c'est vrai qu'on sent qu'il y a des actes qui sont posés, mais on se pose des questions sur l'efficacité, l'efficience des actes posés. Il me semble que le problème est à ce niveau-là. Je suis bien heureux que vous constatiez avec moi la volonté, cette volonté. Maintenant, je voudrais qu'on constate ensemble les actes qui sont posés dans ce cadre-là. La table ronde au niveau, avec les entreprises, ça s'est déroulé ici. J'ai suivi le président Adiabon qui a aimé ce qui a été fait et qui a souhaité maintenant que tout ce qui a été fait soit traduit en actes. J'ai vu récemment chez le chef de l'État, à leur sortie, ils ont estimé quand même qu'il y a un certain nombre de pas qui sont posés. Vous avez vu le chef de l'État constamment au port et le satisfait désormais qui est donné à notre pays par rapport à notre port au niveau de la sous-région. Donc, il n'y a pas que volonté, il y a aussi des actes. Vous avez vu au niveau du coton, c'est vrai que ça a été déclaré comme une période transitoire, mais la volonté économique, la volonté politique qui est de celle du gouvernement de faire avancer les choses. Donc, il y a des actes qui sont... La question, c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de tâtons. Et c'est vrai, le chef de l'État lui-même, il a reconnu récemment, lorsqu'il lançait le RAMI par rapport à la phase d'opérationnalisation, il disait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que parfois on a comme l'impression que les gens disent au départ que ça n'est pas bien lancé, mais avec le temps, on va corriger. Avec le temps, on va corriger. L'essentiel est de lancer d'abord. Mais est-ce qu'on ne peut pas mieux lancer? Parce que je donne un exemple, la question des subventions aux écoles qui devaient suivre la gratuité telle que ça a été géré. Récemment encore, on a vu des directeurs d'école faire des mouvements parce que depuis 3 ou 4 ans, ça ne suit pas comme il faut. On a comme l'impression que c'est bien, ces décisions, c'est de bonnes initiatives, mais que parfois on n'a pas souvent pris le temps de bien penser, de bien fignoler avant de lancer.
C'est vrai que c'est peut-être à ce niveau qu'il y a les problèmes. Je pense que tous les pays ont suivi. Après des lancements, oui. Vous avez une volonté de faire, vous avez besoin de tel ou tel pour le faire. Vous savez, en économie, on dit ceci, quand vous avez une affaire de 100 millions à faire, si vous avez 10 millions, commencez. Oui, bien sûr. Ça suivra. Oui. Donc c'est la même chose qu'au niveau volonté, si vous êtes... parce que comme nous l'avons l'habitude de le dire au niveau politique, si vous voulez réussir vos actions, il faut en avoir d'abord la volonté politique. Quand vous avez la volonté politique, le reste peut suivre. Et la volonté politique, on peut déjà l'observer, on peut déjà le constater. Et même, parfois, d'autres trouvent même que le chef d'État exagère. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'essai au niveau de la volonté de vouloir faire avancer les choses. Bon, maintenant, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes pluricontraintes qui peuvent amener à ce que qu'on veuille les résultats dans un an et que malheureusement que finalement on a les résultats que seulement dans 2 ans ou 3 ans. Donc ce qui se passe, je pense que pour avoir des résultats au vu de ce qu'est devenu notre pays, où chacun ne pense qu'à sa poche, où chacun ne pense qu'à lui, où vous avez une administration. Entre autres, ce qui tue notre pays, c'est l'administration. Justement. Et il y a eu des volontés pour pouvoir faire de l'État, c'est tout cela, ou bien il est censé le savoir. Et on a comme l'impression qu'il y a une peut-être exagération dans les promesses. Il y a peut-être une... voilà peut-être, disent certains, un monsieur qui veut tellement bien faire, veut tellement constater que son pays est tellement au bas de l'échelle, qu'il a peut-être envie de tout faire et tout réussir toute la fois, il promet et puis après, on voit que ça... C'est ce qui se passe actuellement en France où il y a comme une sorte de dépit de ce que beaucoup de Français se disent que François Hollande a tellement promis qu'en quelques mois, la cote de popularité... Bon, le cas français est autre. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'exagération dans l'affirmation de la volonté? De sorte qu'on promet beaucoup et avec le temps, on voit très peu de résultats. Exemple, on va y arriver, il faut être concret. La question du coton. On a suivi tout ce qui a été dit avec la réforme qui a été faite lorsqu'on a changé de main par rapport à la gestion. On a pensé dans ce pays qu'on atteindrait 400-500 000 tonnes. Avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, avec le dernier conseil des ministres, nous sommes aux environs de 230 000 tonnes. C'est vrai qu'on nous dit que tout n'est pas encore égrené, mais il n'est pas évident qu'on aille promis de façon ferme. Vous savez, avec le coton, on s'était retrouvé complètement... Alors, beaucoup d'emphase, on s'était déjà... je vous dis que ce n'est pas des promesses à l'emporte-pièce. C'est difficile de vous adresser à vos populations sans leur faire des promesses. Mais des promesses qui doivent être dans un contenu qui ne soit pas loin de la réalité de votre propre capacité. Et je crois que c'est ce qui se fait. Au niveau de coton, dont vous parlez, par exemple, on vient de très loin. Il y en avait qui avaient pensé qu'on aurait une année blanche de coton. Donc on n'a pas eu une année blanche de coton, c'est déjà une volonté traduite en acte. Deuxième chose, vous dites, on a parlé de 230 000 cotons et que tout ne serait pas encore égrené. Mais ce que je veux faire observer tout de suite par rapport à ce cas précis, le cas de coton, c'est déjà au moins le comportement des producteurs de coton aujourd'hui, qui dit qu'ils sont contents du fait qu'ils ont mis leurs sous pour travailler, ils ont en retour eu des bénéfices et ils ont gagné de l'argent. Les transporteurs, j'ai suivi notre ami Ibrahim, ils sont allés même jusqu'à organiser une fête par rapport à ce que, comparativement aux années précédentes, cette fois-ci, ils ont gagné de l'argent. Il faut souhaiter une chose. Il faut encourager l'effort qui est fait. De sorte que, du plus petit dans la filière coton jusqu'à l'État lui-même, que chacun puisse trouver son compte. Il faut finir avec une filière où il n'y a qu'une infime partie qui jouit, une infime partie qui trouve son compte, et les autres ne trouvent rien du tout. Donc, comme je le dis, on vient de loin par rapport au coton, et je voudrais bien souhaiter que cet effort qui a été fait cette année, deux choses. La première, c'est que, puisque nous avons dit que nous sommes désormais dans une économie de marché, c'est qu'effectivement que les choses reviennent dans les mains des privés. Mais deux, c'est que l'effort qui est fait cette année par le gouvernement, que le même effort puisse continuer, de sorte que ce soit les paysans, les producteurs, tous ceux qui servent au niveau des différentes chaînes, au niveau de la filière coton, puissent trouver leur compte. Et l'État lui-même en premier lieu, parce que comme vous le savez, le coton occupe plus de 50% de nos populations. Et comme l'a dit le chef de l'État, et ce qui est vrai aussi, c'est que si nous réussissons
une meilleure exploitation de coton, nous fouetterons mieux et plus facilement notre taux de croissance. Monsieur, quand vous parlez d'efforts, ça nous surprend dans la mesure où des acteurs politiques ont contesté les résultats donnés par le gouvernement en matière de campagne cotonnière. Et ça, c'est de bonne guerre. On ne peut pas... Et c'est moi, je vous avoue que moi, c'est mes souhaits. Il faut qu'il y ait des gens capables de vous dire que ce que vous dites là, ce n'est pas ça. Et il faut qu'ils vous en rapportent les preuves. S'ils en rapportent les preuves, vous faites une confrontation. Si c'est nous autres qui sommes en erreur, et puis nous corrigeons. Mais si c'est eux, je crois qu'eux aussi vont corriger. Ce qui gêne, c'est le silence plat sur tous les grands dossiers de la nation. Ce qui gêne, c'est que vous n'avez pas des gens capables de... Et quand vous voyez, que ce soit au niveau de journalistes, au niveau du citoyen lambda, c'est à croire que... vous voyez, c'est à croire qu'il y a un pouvoir qui est sur un boulevard où il n'y a ni... il n'y a pas un arrêt, il n'y a pas... le feu tricolore, il n'y a pas de péage. Mais non... à plusieurs reprises, on a vu la volonté du chef de l'État pour permettre à ce que... Donc il y a un problème. Et ce problème, on ne peut pas le reprocher au gouvernement qui lui l'a élu pour gouverner. Voilà. Qui lui l'a élu pour avoir des résultats. Monsieur Badarou, l'autre sujet, c'est la lutte contre l'essence de contrebande. Oui. Comment voyez-vous cette lutte-là? Même si... D'abord, il faut saluer le courage du chef de l'État. Il faut saluer le courage du gouvernement pour lutter contre ce fléau. C'est un fléau. C'est une réalité. Je crois que nous voyageons, nous allons dans les autres pays, et on ne voit pas ce que nous voyons chez nous. Et il est inacceptable pour un gouvernement de laisser cela de manière continue, c'est-à-dire à durée indéterminée. Il faut pouvoir trouver une solution. Et il se fait, et je dis, après d'avoir salué maintenant ce courage et félicité les différentes démarches menées à ce niveau, je voudrais simplement souhaiter. Parce qu'au niveau de l'approche, il peut y avoir à redire. Ça, ce n'est pas faux. Parce que ce n'est pas évident. Est-ce qu'il peut y avoir, mais il y a à redire. On ne peut pas du jour au lendemain, on ne peut pas du jour au lendemain, effectivement, finir avec l'essence paillon quand je traverse tout. Il a été dit par personne qu'on peut en finir du jour au lendemain, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a comme un problème par rapport au bout par lequel on prend le problème? Comment est-ce que vous, économistes financiers aussi, dans la pratique, vous pensez qu'on puisse arrêter que l'essence soit la pompe ici à 580 et que ça se trouve au Nigeria à environ 300 francs? Quel que soit le nombre de militaires qu'on va mettre à la frontière, ça va entrer sur les territoires. C'est la loi de l'offre et de la demande. Nos frontières sont... D'où la complexité du dossier. D'où la complexité. Donc il y a quelque chose qui devait être fait en amont, qui n'est pas fait. Tout à l'heure, en venant ici pour cette émission, j'ai encore vu un véhicule de sapeurs-pompiers, juste à 100 mètres de Canal 3 là, en train de ramasser des bidons de carburant. Mais combien de fois on va ramasser? On en ramasse tous les jours et il en vient. Est-ce que le gouvernement... Vous savez que les Béninois sont de véritables récidivistes. Il y a une chose. Le carburant rentre plus sur le territoire. Le dossier est un dossier compliqué, est un dossier complexe. Oui. Je m'appelle, c'était le ministre Mouyaïdou à l'époque des CCI qui a présidé une commission au niveau du ministère du Commerce où des réflexions étaient menées et il a fallu seulement de chercher à mettre en application, ne serait-ce que les tout débuts des premières réflexions menées et qu'il y a eu des problèmes à Porto Novo. Donc c'est un dossier compliqué, c'est un dossier complexe. Mais c'est quand un dossier est compliqué et complexe qu'on peut retrouver aussi des grands hommes. Parce que quand c'est simple, quand c'est facile, vous n'êtes rien quand vous abordez les sujets. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut tenir compte du grand nombre qui est dedans. Il faut tenir compte parce que contrairement à ce que les gens disent que c'est parce qu'il n'y a pas de stations qu'il faut d'abord les laisser, je dis non. C'est parce qu'ils existent que les stations ne peuvent pas être. Et pourquoi j'ai eu la chance de passer par le ministère du Commerce et j'ai vu, d'avoir été avec un ministre là-bas, où j'ai vu qu'il y a plusieurs agréments qui avaient été donnés, où les gens n'ont pas pu, parce qu'ils estiment, quand tu t'installes et que le gars vend le paillot juste à côté de toi, du coup, ils sont dans une concurrence. Les gens ne s'installeront jamais à Porto, il n'y a pas de station. Donc aujourd'hui, le vendeur dans les stations, si le paillot est à moitié prix, contrairement à ce que les gens disent, il y a une lutte d'abord à mener au niveau de la vente. Au niveau de l'informel. Est-ce que c'est en allant ramasser les bidons je viens. au bord des voies? Parce que c'est tout ce qui se fait. Je vais vous dire, moi, ma petite idée... Est-ce que c'est comme ça qu'on règle le problème? Vous savez, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Ça continue? Bon, oui. Ça n'est pas la solution. Mais ce n'est plus avec toutes les libertés du monde. Vous avez été promis que le 18 novembre dernier, il n'y aurait plus
du contrebande sur le territoire national. Ce n'est plus nous sommes le 24 mars, je crois. Le 24 mars 2013. Et il y en a suffisamment, on continue d'en ramasser. Vous savez, même au niveau du gouvernement, personne n'avait jamais pensé que du jour au lendemain, que d'un mois ou en 2 mois, on pouvait finir avec Bayon. Ça, c'est le réalisme politique gouvernement. Personne n'avait pensé, mais ça a été dit. Officiellement. Il faut dire les choses pour pouvoir fixer au moins des dates butoirs, pour pouvoir fixer au moins des barrières. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail qui se fait, et l'équipe qui travaille sur le sujet continue de mener des réflexions et traduit les produits de leurs réflexions en acte. Mais moi, j'ai ma petite idée sur la question. Je pense qu'il est difficile, au vu de ce que représente cette activité aujourd'hui dans le pays, et au vu de la défaillance par rapport à l'installation des stations, je pense qu'il faudra mener d'autres réflexions. Des réflexions qui peuvent permettre à ce que les bonnes dames ou les messieurs qui sont dedans, c'est qu'ils aient comme qu'ils sachent, et sachent de manière définitive, qu'on ne peut plus continuer avec ça indéfiniment dans le pays. Et deuxième chose, la possibilité, par exemple, qu'on n'ait plus ça du tout au niveau des antennes. Contrôler, c'est-à-dire sur nos pavés, sur nos avenues. Dans les ruelles, peut-être. Et ceci, on peut dire, dans 6 mois, on ne veut plus les voir du tout là. Le temps que, par exemple, ils s'organisent à quitter. Dès que la vente leur devient difficile, pour eux-mêmes, ils vont être en train de rechercher, d'aller faire autre chose. Et dit, après ça, dans 1 an, c'est-à-dire après les 6 mois, dans un autre 6 mois, même au niveau de nos villes, au niveau de notre... On ne veut plus les voir du tout. Du tout. Et donc, si quelqu'un veut vendre, il doit aller s'organiser autrement. De sorte que le vendeur lui-même se retrouve en difficulté de vente. C'est-à-dire que ça a commencé déjà aujourd'hui. Avant, il y a de bonnes dames, ils mettent son truc dessus. Mais aujourd'hui, il est obligé d'aller cacher ça quelque part. De sorte qu'il ne met que quelques bouteilles. Avant, ils avaient tout juste à côté d'eux. Aujourd'hui, ils ont... Monsieur Godaro, c'est une chance pour nous d'avoir un économiste financier sur ce plateau. Et si on formalisait l'informel? Et ça, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà indiqué que, l'essentiel de notre économie est dans l'informel, mais qu'il faut rechercher à formaliser. Et la recherche de la formalisation a été au centre des réflexions menées et qui sont en train d'être appliquées. C'est parce que les mini-stations, là, les mini-stations étaient un moyen de recherche de la formalisation. Mais même les mini-stations, le fait que les autres peuvent exister concomitamment avec elles, ça n'a pas marché d'une manière ou d'une autre parce que les mini-stations sont quasiment dans le même prix que les stations. Et or, dans l'informel, c'est complètement moins cher. Heureusement même, je suis tenté de le dire, heureusement que le prix au Nigeria a augmenté un peu plus qu'aujourd'hui, nous ayons un prix qui se rapproche un peu du prix de la station. La différence, cette petite différence seulement a permis aux stations aujourd'hui d'être plus ou moins viables. Est-ce que vous êtes fait une idée de la destination de ces saisies-là? Quand on saisit ces bidons d'essence, qu'est-ce qu'on en fait? Mais comme vous pouvez vous en douter, c'est à détruire. Qu'est-ce qu'il faut détruire? C'est pas détruit. C'est très bien que M. Rousseau veut nous rapporter la preuve que ce n'est pas détruit. Non, mais on nous a dit. C'est utilisé par... On envoie dans les hôpitaux. Qui vous a dit? Moi, j'ai fait une enquête publique dans la fraternité. On envoie dans les hôpitaux, on envoie à la police, on envoie à la gendarmerie. Officiellement, oui, officiellement. Bon, moi, de ce que je sais, officiellement... De ce que moi je sais officiellement, c'est que c'est détruit. Non, c'est pas détruit. Non, c'est vous qui m'apprenez que c'est utilisé. Je vous en laisse la seule. Monsieur Godaro, je vais vous poser, pour finir sur ce sujet, une question. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se fait comme mesure, on va éradiquer le mal si c'est à 580 francs à la station et qu'à 300 francs environ, on peut se procurer cela à la frontière? Parce que justement, moi j'ai mené une enquête, je suis allé à la frontière, j'ai demandé à des douaniers qui ont reculé l'anonymat, je l'ai écrit dans un papier, qui ont dit l'essence ne fait pas partie des produits dont la contrebande, lorsqu'on nous arrêtons, nous pouvons imposer une amende et remettre le produit, revendre avec amende le produit au contrebandier pour qu'il le remette en circulation. Tout ce qu'on peut faire, c'est de saisir et le déposer. Et donc, le douanier ne trouve pas son compte, comme pour les autres produits, dans cette répression-là. Donc, il y a un problème de test à régler. Il y a un problème administratif. Et tout cela n'est pas fait. On engage la lutte. Voilà pourquoi je vous posais la question au départ. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement qui a
la bonne volonté, et ça rejoint les autres sujets. On a la bonne volonté, on affiche, mais on ne prend pas le problème par le bon bout. Non, je pense qu'au niveau des réformes, les différentes réformes, parce que c'est de ça que vous parlez, qu'il y ait des erreurs et des fautes, on peut en convenir. On peut en convenir. Les tests aujourd'hui ne permettent pas la répression. L'essentiel... Pourtant, ça n'a pas été corrigé et la lutte a été engagée. L'essentiel, c'est de corriger les erreurs et des fautes qui sont commises. Et je dis que notre pays ne décollera pas si on ne fait pas des réformes. Parce que nous avons pris des habitudes. Et c'est des habitudes qui, finalement, je ne dis pas nous envoient au mur, mais c'est des habitudes qui nous mettent aujourd'hui en difficulté. Pour revenir à l'essence Bayon, les différentes réflexions qui sont menées et les différentes corrections au niveau des tests qui doivent être faites devront se faire en tenant compte de la possibilité que les bonnes dames qui sont dedans devraient disposer d'un bout de temps pour choisir une autre activité, parce que c'est de la reconversion d'activité qu'il s'agit là. Puisqu'elles s'exercent dedans depuis des années, il faut qu'elles quittent pour aller faire autre chose. Il faut mettre dans la réforme, il faut mettre dans ce qui veut être fait, il faut mettre la possibilité de donner à la dame d'aller dans la reconversion. Et donc un bout de temps, de manière ferme, de sorte qu'il n'y ait aucune complaisance. Si c'est 6 mois, vous dites, parce que la voix du chef, c'est la voix suprême. La voix du gouvernement devrait être la voix suprême. L'essentiel aussi que ce soit dans la légalité. Si on dit par exemple que c'est dans 6 mois, on ne veut plus voir ça du tout au niveau des avenues, au niveau des pavés, dans 6 mois. Dans 6 mois, tous ceux qui vendent ça là, qui doivent aller rechercher ailleurs, par exemple, savent, ça leur présente il y a quelques difficultés. À la limite, il peut dire, bon, si c'est ça, vaut mieux que j'aille peut-être faire autre chose. C'est comme ça, à petit coup, on peut finir avec une partie. Au bout d'autres 6 mois, on ne veut plus voir ça du tout, à tel niveau, à tel niveau. Et toutes les fois où on dit on ne veut plus voir là, c'est qu'on ne doit plus voir. C'est qu'on ne doit plus voir. Merci. Monsieur Badarou, la crise énergétique avec les coupures intempestives, le délestage qui a pris des proportions inquiétantes. Comment est-ce que vous vivez cette crise énergétique? Un pays qui a après 50 ans non, je crois que... dépendance énergétique, nous dépendons du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Et parce que récemment, il a suffi qu'il y ait une panne sur l'alimentation provenant du Nigeria, le pays entier, pendant 24 heures environ, était dans le noir. Non, je crois que chacun vit très mal. Pendant ce temps, nous avons des turbines à gaz à Maya-Gleta qui peinent à être mises en... Non, je crois que chacun vit très mal cette situation. Ce n'est pas une situation du tout agréable. 150 milliards pour un barrage à Kétou. Il n'est pas possible de développer une économie sans l'énergie. Aujourd'hui, chacun l'a dit et affirmé, mais on a pu observer, depuis que le problème s'est posé, toute la volonté du gouvernement de sortir de là. J'ai constaté depuis 24 ou 48 heures qu'il y a une amélioration. Tout à fait. Grâce au Nigeria. Bon, cette amélioration est due au fait que le problème a été pris à bras le corps. Et il faut souhaiter que, tel que ça a été pris, que ça continue ainsi, avec toute la pertinence du monde, de sorte à permettre que nous allions avec le temps. Je crois que les problèmes de turbines à gaz et tout ce dont on a parlé là, c'est une volonté de s'autonomiser par rapport aux autres pays. Et il faut saluer déjà cela. Bon, maintenant, qu'il y a eu des difficultés de parcours. Parce que vous savez, c'est seul celui qui ne fait rien de ce temps. Et c'est ça la question. Pourquoi est-ce que sur plusieurs chantiers, il y a toutes des difficultés? La question des turbines à gaz, nous y sommes allés presque au même moment que le Togo, qui a beaucoup plus avancé que nous. Pourquoi est-ce que c'est chez nous que ça piétine? On nous avait dit en 2 ou 3 ans, ce serait réglé, l'alimentation énergétique par gaz. Vous savez, les difficultés dont vous parlez, dont on... Problème de conception. C'est pas seulement un problème de conception. On a d'abord, on a en premier lieu au Bénin un problème du béninois. Moi, j'en appelle à ce que les béninois ressemblent Dahomey. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça, je peux vous dire qu'il s'appelle Boni Yayu, chef de l'État, comme Brice Oussou demain. Si c'est avec le même béninois qui est là, s'il n'y a pas eu de... S'il n'y a pas de... C'est tant mieux. S'il n'y a pas de correction qui soit faite, au niveau de... Et vous savez, c'est très difficile de corriger l'homme. L'homme béninois, aujourd'hui, je crois que nous l'observons tous ensemble, nous le constatons tous ensemble. Parce que quand une volonté part du gouvernement, quand une volonté part du chef de l'État, vous avez dit plusieurs chantiers. C'est déjà heureux d'avoir un chef de l'État qui a plusieurs chantiers. Vous savez. Bon, maintenant, ces chantiers-là sont confiés à des gens.
Mais ils ne sont pas confiés à des Zambiens, ni aux Zimbabwéens. C'est confié à des Béninois. Mais à tous les niveaux, souvent, on se retrouve en difficulté parce que les projets sont mal pilotés, sont mal ficelés, comme si je peux reprendre votre expression. Et ceci m'amène, et moi je l'avais déjà souligné, que le problème que ça pose, c'est d'abord le problème de l'homme béninois qui lui-même doit revoir sa copie, ou toutes les fois où on nous met en responsabilité de savoir que l'intérêt général doit guider le pas. J'ai un ami à Niambossou, il fait la même chose que M. Oussou, qui n'est pas mon ami, mais il faut que si je suis conscient que Niambossou ne peut pas le faire, et que c'est Oussou, eh bien, je pense que la rationalité politique et économique aujourd'hui devrait amener à ce que je le donne à Oussou, parce que c'est lui que je sais qu'il peut bien le faire. Et que j'ai le courage de dire à mon ami à Niambossou, je suis désolé, je n'ai pu te donner ça, mais il se fait que pour tel ou tel critère, tu ne peux pas le faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, le problème, et si vous voyez parfois un certain nombre de responsables politiques, et au sommet en particulier, se mettent dans tous leurs états, c'est qu'au dernier moment, on constate que celui à qui vous avez fait confiance, à qui vous avez remis le pilotage d'un projet, le projet est piloté avec complaisance avérée. Et quand il y a complaisance, vous savez, les faits économiques sont têtus. Quand vous prenez mal par rapport à ça, vous n'aurez que les résultats des indicateurs que vous avez utilisés. Donc c'est dire que, au jour d'aujourd'hui, par rapport à la crise énergétique, je voudrais remercier tous ceux qui se sont mis à la tâche du chef de l'État, au ministre Kassa et l'ambassadeur du Nigeria ici, et certainement d'autres que nous n'avions pas vus, puisque que ce soit la bonne dame qui ne vend que la glace à côté en souffre. L'économie ne peut pas émerger, l'économie ne peut pas évoluer, l'administration à divers niveaux ne peut pas se retrouver en efficacité quand nous avons un problème énergétique. Donc, tout le travail qui est fait pour que nous réglions la crise, c'est bien. Bon, maintenant, tout le travail qui se fait, toutes les réflexions qui se mènent, pour que nous nous autonomisions aussi, c'est encore mieux. Je voudrais encourager... Les élections communales, municipales et locales vont certainement être reportées. Quel est votre avis sur cette question-là? Bon, pour blague, je peux vous dire que, bon, puisque je suis un élu municipal, je peux vous dire que nous sommes prêts à mettre notre mandat en jeu, mais s'il n'y a pas élection, on peut... conseiller communal à Cotonou. Je suis conseiller municipal à Cotonou. Bon maintenant, nous sommes prêts à mettre notre mandat en jeu, mais s'il n'y a pas élection, nous attendons. Vous attendez? Bon, ça, c'était une boutade. Mais pour dire quand même que nous devons apprendre à faire organiser les élections à bonne date. C'est un problème important au niveau de la démocratie, au niveau d'une démocratie. Et je pense que la correction de l'ALEPI, le code électoral qui va être mis en place, je voudrais vivement souhaiter qu'au niveau de l'Assemblée nationale... C'est justement ces deux chantiers-là qui apparemment bloquent... Bon, donc je voudrais... L'ALEPI, on n'avance pas. Bon, vous pouvez le constater. On n'avance pas. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ça? C'est vrai que les députés semblent s'y faire, ils ont un calendrier, mais on ne sent pas. Non, moi, il y a un problème. Monsieur Oussou, vous êtes un éminent journaliste, je vous en prie, travaillez sur ça. Le Béninois lui-même d'abord a corrigé, et ça c'est à divers niveaux jusqu'à l'Assemblée nationale. Et quand on aura réussi à le faire, je crois que notre pays reprendra vraiment comme à l'ancien temps. Donc pour dire quoi? Pour dire que ce problème aujourd'hui est dans les mains des députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais vivement souhaiter qu'ils aillent plus vite parce qu'on a fait les élections il y a 5 ans. Donc, vous pouvez savoir que 5 ans après, on a une autre élection. Est-ce que quand vous suivez, vous avez l'impression qu'il y a une volonté de vraiment corriger la LEPI? Non, j'ai vu toute la volonté de mon cher ami Debourou à travailler sur la question et je crois que le travail est fait. C'est pas ce que disent les députés de l'opposition. Ils disent que tel que ça va là, on va juste... Mais ils sont dans le groupe. Oui, mais on les entend parler. Ils ne sont pas majoritaires, ils suivent cela. Non, encore une fois, ce n'est pas une question de la majorité. Oui, c'est la majorité qui dit que la loi, non, c'est la démocratie. Ah non, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Il faut avoir une voix audible. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que vous pouvez être 2. Oui. À vous opposer, vous portez votre voix. Vous pouvez être 5. C'est ça aussi la démocratie. On peut reprocher au chef d'État d'avoir une majorité. Oui, mais vous pensez que ça va se corriger comme c'est souhaité? Non, je pense que ce soit au niveau du gouvernement, qu'au niveau des députés de l'Assemblée nationale, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, de tous ceux avec qui j'ai discuté, parce qu'il y a une chose, il ne s'agit pas seulement des élections municipales. Bientôt, on aura les législatives, on aura les prochaines présidentielles.
Et autre chose, c'est que la LEPI, ce n'est pas seulement pour les élections. Donc c'est une question fondamentale, c'est une question éminemment importante. Donc face à ça, je pense que chacun a pris conscience par rapport au sujet. Les différentes erreurs commises avant, chacun est prêt à les corriger pour faire en sorte... Vous savez, aujourd'hui, par exemple, nous avons une élection municipale. Si, puisqu'avant on a fait une élection présidentielle ou législative, c'était plus ou moins acceptable, mais c'est encore plus difficile ici, parce que on peut être dans le même arrondissement. Si je suis dans le quartier Lomnava, et comme on voit par exemple... Il y a problème. C'est plus compliqué. Voilà. Alors, restons à l'Assemblée pour parler du sujet, l'affaire on a dit scandale de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites de tout ce qu'il y a eu comme scandale révélé, les emprisonnements, les personnes? Aujourd'hui, le chantier est à l'abandon, il y a de hautes herbes qui poussent. Est-ce que la solution était de mettre le monde en prison ou de laisser ceux à qui on reproche des bêtises économiques, en guillemets, finir d'abord le chantier et les mettre en prison par la suite? Vous savez, je parle du dossier de l'Assemblée nationale, j'en parle avec peine parce que j'ai une forte préoccupation pour la réhabilitation de la ville de Porte-Nouveau, la ville capitale qui doit refléter ce qu'elle doit être comme toutes les autres capitales des pays de la sous-région. Et donc j'en parle avec des saignées. Et cela ramène au problème de Béninois, comme je le posais tout à l'heure. Vous savez, ce chantier a donné raison au chantier qu'on a remis aux Chinois. Or, il n'y a pas que les Chinois pour construire notre pays. La construction du Bénin appartient aux Béninois d'abord. Les Chinois, les Français et autres là, peuvent venir après. Voilà un chantier qu'on a donné, où on a mis déjà plus de 70-80% du budget pour la construction, et voilà ce que nous avons. Et c'est un cas extrêmement malheureux. Mis les gens en prison ou pas, mais vous n'allez pas demander à ceux qu'on a constatés qui ont fait des bêtises, qui ont, excusez-moi le mot, ou qui ont commis des impairs. Mais je parle devant celui qui s'occupe de cette laisse, de la laisse chez vous. La loi s'applique à eux, la loi s'impose. Donc on est obligé de... Les résultats. Mais les résultats qui sont là. L'éléphant blanc. Aujourd'hui, l'éléphant blanc, comment faire pour le rougir? Je crois que c'est toujours pas la loi, c'est toujours pas une certaine volonté. Mais ce à quoi nous nous tenons, c'est que chaque Béninois aujourd'hui, c'est qu'au moins l'Assemblée nationale puisse être dans... Je crois que tous les députés, quand ils voyagent, quand ils vont dans les hémicycles de leurs collègues, ils doivent avoir honte de notre palais des gouverneurs. Et donc je pense, tel que le président Nago a pris le sujet, l'ensemble des députés et même le gouvernement, souhaitons que ça continue pour que nous ayons une assemblée nationale. Vous direz aussi que c'est la faute du Béninois qui doit se corriger lorsque, quand on prend le dernier cas de concours d'entrée à la fonction publique pour le compte du ministère des Finances où il y a eu tellement de dénonciations de fraude et jusqu'aujourd'hui c'est le calme plat. Bon, on nous dit qu'il y a une commission d'enquête qui est en cours. Bon, si c'est le camp plat, je crois que M. Oussou, désormais, je crois que chacun est habitué au camp plat. Ce n'est plus ça qui doit vous surprendre. Au point où les journalistes jouent mieux le rôle de l'opposition, si je peux lâcher le mot. Oui. Bon, donc, je crois que le chef d'État a été saisi du dossier, une commission a été mise en place. Je pense que la commission produira ses résultats. Dans le même registre, est-ce que c'est toujours la faute du Béninois, puisque vous êtes avec le gouvernement, ce n'est pas la faute du gouvernement, mais c'est la faute du Béninois. Est-ce que c'est aussi la faute du Béninois, les affaires de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État? Bon, c'est difficile de dire que la faute du Béninois, puisque déjà au temps de Dahomey, il y avait déjà des coups d'État, il y avait... Non, est-ce que c'est la maladie? Non, mais il y a une chose... Est-ce qu'il y a une rechute? On était l'enfant malade. Est-ce que c'est une rechute? Est-ce que c'est une rechute? Je veux bien en douter, je ne voudrais pas croire à ça. Mais, comme je vous le dis, la non-animation de la vie politique a des conséquences graves sur le jeu politique du pays. Parce que quand les gens n'ont pas de moyens de s'exprimer, quand les gens n'ont pas de moyens d'animer au niveau des partis politiques, au niveau de la classe politique de manière générale, mais une seule chose que je voudrais dire, où j'ai eu l'occasion déjà de le dire, je le répète ici ce matin, c'est que les acquis de la conférence nationale, nous devons tout faire pour les préserver. Toutes sortes de remises en cause, nous ne l'accepterons pas. Même notre peuple ne l'acceptera pas. Notre peuple peut ne pas être d'accord avec vous, mais il est prêt que vous finissiez votre mandat. Puisque quand ça commence, on peut le savoir, mais quand ça finit, on ne le sait jamais. Et donc, aucun des Béninois, les Béninois ne veulent pas que nous allions à une reprise en cause
au niveau de notre démocratie, le chef d'État est élu pour un mandat, il faut le laisser finir son mandat. À ce propos, est-ce que vous avez lu le document du mouvement Alternative Citoyenne? Vous, c'est Conscience Citoyenne? Non, c'est Conscience Citoyenne. Comme vous le savez, Conscience Citoyenne était un mouvement que j'avais mis en place avec... On va y revenir à la fin. Voilà, le mouvement Alternative Citoyenne sur le sujet a sorti un document, je lis un paragraphe. Trop, c'est trop lorsque le pays vit ainsi au rythme des complots supposés ou réels contre le chef de l'État sans que les promoteurs de ces coups d'éclat ni les foules qui les suivent ne se rendent compte de ce que progressivement et manifestement ces manœuvres fragilisent l'institution qu'incarne le chef de l'État en même temps qu'elles traduisent une perte légitime, profonde et un aveuglement général et plein d'autres choses. Voilà, ce document-là qui est sorti en temps et qui a parlé de beaucoup de sujets dont celui-là. Non, j'ai lu, je leur concède la plupart de leurs positions. Vous savez, c'est ça la démocratie. Il faut avoir tel son de cloche, il faut avoir aussi tel autre. Maintenant, l'essentiel, c'est d'être proche de la vérité. Il est clairement établi que ce soit le sujet de la tentative d'empoisonnement comme le sujet de tentative de coup d'État, ce sont des sujets qui sont retrouvés au niveau de la justice. Faisons confiance à notre justice. Je crois que la justice dira son dernier mot sur les sujets. Moi, je n'ai qu'un seul souhait à émettre, c'est que chaque Béninois, ou tous ceux qui aspirent au fauteuil présidentiel, puissent aller se préparer, aller convaincre l'ensemble des Béninois et de reste qu'à dégager une majorité d'entre nous pour l'élire et il devient président de la République. Mais chacun va avoir temps. Monsieur Badarou, il y a que 5 anciens ministres de deux gouvernements, le gouvernement de Mathieu Kérékou et le gouvernement de Yaïboni, doivent répondre de certains de leurs actes devant la Cour de justice. C'est vrai que la Cour de justice voit encore ses clients de loin. Il y en a qui pensent que c'est un règlement de compte. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est un règlement de compte. Je ne suis pas de ceux qui parlent aussi souvent des premiers clients à la haute cour de justice. Non. Vous savez, la justice, elle est là pour tout le monde. Le Béninois qui a volé un œuf peut se retrouver devant la justice. Et le ministre qui a géré des milliards, et avec qui on a remarqué ou observé quelques impairs, il peut aussi se retrouver devant la justice. Mais il bénéficie jusque-là de la présomption d'innocence. Mais puisqu'il a été à la haute charge, ministre de la République, il ne peut pas se retrouver devant la justice sans que son immunité ne soit levée. Et la Constitution, et pourquoi? C'est pour qu'on ne prend pas un ministre qu'on peut prendre un kidam pour l'envoyer devant la justice. Un ministre est une personnalité. Voilà pourquoi une procédure a été prévue. Maintenant qu'on engage la procédure, on ne peut pas parler de règlement de compte. J'ai entendu des anciens ministres dire qu'eux veulent laver leur innocence. Ils veulent laver monter leur honnêteté, mais ils ne peuvent pas le faire sans que leur immunité ne soit levée. Vous avez sans doute suivi aussi cette lettre de l'ancien ministre Kamarou Fassassi. Si, j'ai suivi. Quel commentaire? J'ai suivi. Qui dit qu'il y a comme une volonté acharnée de l'envoyer alors que les faits... Non, de mon point de vue... dénonce même le fait qu'on ait trafiqué le document sur la base duquel le vote... Moi, de mon point de vue, oui. Trafic ou pas, la possibilité de se retrouver devant la justice, et chez eux, la haute justice, si vous voulez, donne la possibilité d'aller démontrer que tout cela est faux. Ce n'est pas une affaire de journal, ce n'est pas une affaire de presse, ça. C'est une affaire de justice. Il faut que lui et ses avocats puissent se préparer. Vous avez suivi notre ami Laurent Gbagbo au CPI. Et je crois que quand il a fini de parler, je crois qu'il a interpellé plus d'un. Je pense que quand vous êtes innocent, vous savez, la vérité peut prendre, le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité même par escalier vous rattrape. Donc s'ils sont dans la vérité, s'ils sont dans l'honnêteté, s'ils sont innocents, et je pense, je crois à la probité morale du président de la Haute Cour de justice, le doyen Olo, et donc je veux bien croire que si leur dossier, si on ne trouve pas réduit dedans, donc ils vont se croyez, je suis la dynamique alternative citoyenne n'y croit pas trop, qui dit, lorsque dans un État, la justice, dernier rempart des citoyens, se met au service d'un homme, c'est trop. Lorsque transformée en instrument de vengeance personnelle, cette justice devient un moyen permanent d'intimidation, d'élimination systématique des opposants ou d'exclusion de concurrents. C'est trop. Vous savez, chacun est dans son rôle. Quand j'ai lu ça,
j'ai compris que... vous y croyez? Eux n'y croient pas trop. Pour moi, je pense que, même pour les anciens ministres, qu'il s'agit de Lawani, Kamarou, Biaou et autres, c'est que les députés leur ont donné la possibilité d'aller laver leur innocence. Et ils iront s'expliquer là-bas avec leurs différents avocats et ils permettront à la justice de trancher. Mais il y a une autre, quelque chose de positif de ce qui s'est fait par les députés à l'Assemblée nationale. Et ça ne se passe pas qu'ici seulement. J'ai vu les députés sénégalais qui ont levé l'immunité de Moussa Ngom, des anciens ministres Ouad, là, juste à côté. Ce que, au moins, c'est que chaque ministre aujourd'hui de la République peut se rendre compte, qui peut rendre compte après. C'est-à-dire que dans ces vieux jours, on peut aller l'appeler. Parce que Rogatien Biaou, je crois que c'est sûr qu'il a oublié qu'il a été ministre. C'est sûr, parce que l'eau a coulé sous le pont déjà. C'est pareil pour d'autres d'entre eux. Donc ceux qui sont en charge aujourd'hui, pour dire que, quand je parlais tout à l'heure de la volonté, que c'est pas que la volonté, mais ça se traduit aussi en acte. C'est aussi une traduction en acte de la volonté de ce que, si vous faites mal, vous répondez devant la justice. Donc les ministres qui sont en charge aujourd'hui, ils n'ont qu'à faire attention à leurs différentes signatures. Ils n'ont qu'à faire attention à leur comportement. Vous êtes élu communal, l'opération 3CI a commencé un peu plus tôt que d'habitude. Parlez-nous un peu de l'opération, de cette opération-là. 3CI. Certains disent que vous, votre maire ou l'agent au maire, que vous avez lancé ça parce que c'est les élections qui viennent. Non, sur le terrain, non, pas du tout, pas du tout. Oui. Je crois que le président de Sifor Soglo a fait ses preuves dans ce pays. C'est comme au lendemain de la conférence nationale, il y a beaucoup de Béninois qui ont dit non, ce que Soglo a fait, n'importe qui aurait été là, aurait pu faire ça. Je dis non. Le Premier ministre Milongo, qui a été le successeur du président Soglo à la Banque mondiale, a été élu Premier ministre dans les mêmes conditions que Soglo ici. Il n'a pas eu les résultats au Congo, où j'ai eu l'occasion de faire mes études. Donc, en tout cas, jusqu'en maîtrise. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que la compétence de faire, je crois que ce n'est plus à démontrer au niveau du maire de la ville de Cotonou et de son équipe. Que ça commence très tôt, il y a beaucoup de plaintes dans la ville, vous savez. Et une autorité doit être à l'écoute de ses administrés. Et les problèmes se posant sur le terrain, ou alors, vu ce qui avait été fait par le passé, et après analyse des différents résultats, on peut anticiper, on peut aller plus tôt que prévu. Je pense que c'est ce que l'équipe municipale a compris et s'est mis dans le jeu. Je pense que c'est à la satisfaction de nos compatriotes vivant à Cotonou, les différents arrondissements. C'est vous qui parlez peut-être ici devant vos micros de précipitation ou d'élection, mais les populations, elles sont contentes du fait désormais d'avoir une voie plus bien faite. Et comme l'a dit le président Soglo et l'agent Omer il a dit, Soglo, que c'est un travail qui va continuer. Dans le sens, ça n'a rien à voir avec les élections, parce que même avant les élections, je crois que le travail dévolu à la municipalité se fait. Bon, maintenant, on peut dire, on attend mieux de l'équipe, on peut être d'accord, mais le travail se fait. Parlant de mairie, allons rapidement à Porto-Novo. Le conflit qu'il y a récemment au niveau de la mairie de Porto-Novo, on sent que ça ne va plus trop entre le président du parti, majoritaire au niveau du conseil communal, je veux parler du président Ngweji, et celui qui a été vu pendant longtemps comme son protégé, le maire Moukaram Osseni, il a le même prénom que vous. Comment vous voyez ça? Vous savez, toutes les fois où vous m'amenez sur le terrain de Porto-Novo, vous me touchez au plus profond de moi-même. Vous êtes un originaire de la ville. Voilà, donc ça peut se comprendre. Mais je suis heureux j'ai été malheureux tout le temps de cette affaire-là, et j'en suis plus ou moins heureux aujourd'hui du fait un peu de la calmie qu'il y a, parce que tout village divisé sur le même construit sa propre destruction. C'est un enseignement évangélique. Donc je voudrais vivement souhaiter que ce soit au niveau du président du parti que le maire de la ville de Porto-Novo, qu'au sommet, que des solutions puissent être trouvées, sans pour autant que cela se retrouve au niveau des médias, de sorte que la ville puisse retrouver l'apaisement nécessaire qu'il faut, la sérénité nécessaire qu'il faut pour pouvoir se construire. Oui, vous venez de parler justement du président Ngweji. Vous avez récemment donné une interview à des confrères de la presse écrite, une longue interview, vous avez parlé de beaucoup de sujets, et on a senti que, en parlant d'un de vos défunts frères qui est décédé récemment, vous avez profité pour
parlé quand même de bons termes du président Adrien Ngouidji. Vous avez semblé dire qu'il vous a appelé, vous a présenté ses condoléances. Bon, enfin, c'était comme un exemple qui est choisi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... Comment ça va entre vous et le président Adrien Ngouidji? Vous avez été un de ses plus proches collaborateurs avec le professeur Joël Aïvo pendant très longtemps. Vos chemins se sont séparés entre-temps. Quelles sont aujourd'hui vos relations? Non, vous avez dit que j'ai parlé en de bons termes. C'est difficile que je parle souvent en de mauvais termes. J'aime bien parler en de bons termes parce que c'est ce que la morale nous enseigne. C'est vrai qu'à l'occasion d'une interview accordée aux amis, il y a les amis de la presse qui ont posé plus ou moins la même question et j'ai dit effectivement qu'à l'occasion de la perte de la disparition brutale d'un de mes frères, Raouf Badarou, paix à son âme, le 16 décembre passé, j'ai eu un appel sympathique du président Adrien Ngouidji me présentant ses condoléances à la suite de ce décès. J'ai confirmé ça effectivement au niveau de l'interview. Je profite de votre micro pour lui dire encore tous mes remerciements par rapport à ça. Donc, les chemins, ce sont... Quel est le terme que vous avez utilisé? Politiquement, je veux dire. Je crois que vous connaissez les convictions qui sont les miennes. C'est des convictions qui sont cadrées et rien ne me déroge de ça. Oui, justement par rapport à ça, parlant de vos convictions politiques, vous gérez le mouvement Conscience Citoyenne, vous avez même développé pratiquement la philosophie de ce mouvement dans votre livre Renouer avec les repères, je crois. Tout à fait. C'est cela, c'est ce que vous avez développé dans cet ouvrage-là. Depuis 2005, ce mouvement existe. Nous avons appris que vous êtes en train de penser transformer ce mouvement en parti politique. Dites-nous quelques mots sur ça. Oui, c'est vrai, le mouvement Conscience Citoyenne que nous avons créé avec des amis en 2005, effectivement, qui véhicule les valeurs qui sont les nôtres. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui me disent souvent que, attends, toi tu fais la politique et tu parles de valeurs, tu parles de la morale, que ça n'a rien à voir. Je dis qu'il peut y avoir quand même une certaine dose de la moralité en politique. Parce qu'il s'agit, la politique, ce n'est pas de l'escroquerie, la politique, ce n'est pas de poignarder les gens dans le dos, la politique, c'est la gestion de la cité. C'est ça la définition première. Et c'est une question, c'est une chose noble que de faire la politique. Donc le mouvement, effectivement, véhicule ces valeurs, mais à la suite du fait que j'ai été élu secrétaire général au congrès du Parti du Renouveau démocratique, ça fait que les activités du mouvement se sont retrouvées, si vous voulez, en veilleuse, mais toutes choses en veilleuse peuvent être rallumées. Nous sommes en train, effectivement, de rallumer à la suite d'une décision de la plupart des compagnons. Mais là, plus en tant que mouvement, nous émigrons effectivement, nous tendons vers un parti politique. Et d'ailleurs, dans la semaine prochaine, j'installerai le comité d'organisation de ce congrès de transformation, de ce congrès de relance. Et donc, effectivement, nous deviendrons un parti politique. D'aucuns pouvaient demander, mais attends, mais il a dit tout à l'heure qu'il est pour les regroupements des partis politiques. C'est vrai, je suis pour, et entre autres ambitions que nous nourrissons au niveau de ce creuset politique, c'est la possibilité de voir avec d'autres la possibilité vraiment de construire des grands ensembles pour permettre à ce que nous soyons en mesure d'animer réellement la vie politique de notre pays, de contribuer à l'animation de la vie politique de notre pays, de ne pas toujours croiser les bras, d'être en mesure de dire ce qu'il y a, d'être en mesure d'indiquer la voie, d'être en mesure de donner un sens à ce que la Constitution a prévu par rapport aux partis politiques. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais nous venons en addition utile. Et vous avez dit tout à l'heure que nous sommes de la nouvelle génération. Oui, mais j'ai l'habitude de dire à nos amis, ceux qui ont mon âge, pour dire, s'il y a une défaillance, c'est nous à notre niveau. Le président Maga, le président Omadegbe, Zissou et autres, Karim Da Silva, vous le savez, a été candidat en 68, le professeur Tevo Idré, les Amoussou Bruno, le président Amoussou Bruno, le président Mbedji, le Fabon, le président Sogo, tout ce beau monde ont joué leur partition, ont joué leur rôle. Et l'état qui a suivi, vous avez parlé tout à l'heure de... j'ai suivi ça dans une émission, on verra ici, de Séraphin Bangbata, les Wangwa Thérèse, l'État qui a suivi un peu avant nous, ils ont joué aussi leur partition, parce que c'est beaucoup eux
qui nous ont amenés en conférence nationale. C'est beaucoup eux qui ont titillé sérieusement le président Kérékou, juste à ce que Kérékou en arrive à la décision de convoquer la conférence. Donc ils ont joué leur partition. Je voudrais profiter encore de votre micro pour leur rendre un vibrant hommage. C'est malheureux dans notre pays, nous ne célébrons pas souvent nos grands hommes. C'est malheureux et moi j'ai horreur de ça. Mais après eux, l'état qui a suivi, c'est-à-dire dans la tranche de 35, 40, 45, il y a une défaillance. Et là, cette défaillance, elle est à corriger. Il faut pouvoir, puisque dans les veines, nous avons encore un peu quelques fougues, il faut que nous puissions mettre ça à la disposition de notre pays, de notre peuple. Il faut que nous puissions jouer notre partition. Il faut que nous puissions corriger. Il faut qu'on dit on tresse la nouvelle code à l'ancienne. Mais quand l'ancienne est en train de partir et que la nouvelle ne se met pas en place, ça pose quelques problèmes. Nous voulons contribuer, nous voulons en addition utile. Nous voulons aider à... Alors, M. Bravo, il y a des questions des téléspectateurs, mais je voudrais vous poser une question. Celui avec qui vous avez fait chemin ensemble, je voudrais savoir si vous êtes toujours en phase avec lui. Je vais parler du professeur Joël Ayevo. Je suppose qu'il est toujours votre ami. Vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui défend le gouvernement, mais il a écrit récemment au moins plusieurs papiers dans la presse. Il y a un qui est ici, qui gouverne le Bénin, et dedans, le mot incapacité de nos gouvernants est revenu. L'expression incapacité de nos gouvernants est revenue plusieurs fois sur plusieurs sujets de la gestion de la cité. C'est comme si on le comprend bien, il y avait une déception dans la classe politique. On a mené des économistes pour dire il faut que les économistes prennent le pouvoir, mais 6 ou 7 ans après, il y a une incapacité et il a titré qui gouverne le Bénin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, j'ai lu avec intérêt cette tribune de mon frère et ami, parce que, amis, oui, nous le sommes toujours, frères, nous le sommes à vie. Nous avons partagé un certain nombre de choses ensemble, nous avons lutté, pour dire la vérité, nous avons lutté, nous avons bravé, nous avons été au feu de la rampe, comme on dit, nous en étions capables de... Bref, c'est des pages que nous avions fermées désormais du fait d'un certain nombre de malheureux, du fait d'un certain nombre de choses. Nous sommes en phase sur plusieurs axes. Nous sommes en phase. La défaillance politique telle qu'il a souligné, c'est clair. Quand il parle de gouvernants, il est allé à tous les niveaux. Et la défaillance, là, je vous ai parlé de l'homme béninois. Je vous ai parlé de la nouvelle génération. Et la plupart aujourd'hui, que ce soit quand j'arrive à Canal 3, ceux qui dirigent ici, ce pas les gens qui ont 60 ans. Et c'est à divers niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un étage de la chose. L'étage du 35, 40, 45. Je dis, la défaillance est là. Et qu'il y a des choses à corriger. Il y a des choses à faire avancer. Quand tout le monde a tort, tout le monde a raison. Parce que cette génération, quand vous parlez avec des amis, ils vous disent non, c'est des vieux qui n'ont pas réussi à transmettre ce qu'il faut. Je dis non, peut-être qu'ils ont dit vous n'avez pas pris. Mais l'essentiel, c'est qu'on constate. Qu'on constate que nous avons un rôle à jouer. Qu'on constate que nos aînés, quand vous prenez l'alternative ou bien le Front Uni, quand vous prenez le Front Uni, le douanier qui le préside, l'ancien directeur, le douanier Dechenou, je pense, si le douanier Dechenou veut être honnête, il avait déjà pris sa retraite politique. Oui. Il n'a été obligé de revenir à la charge que parce qu'il constate la même défaillance que moi. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas eu la nouvelle génération ne prend pas la relève qu'il faut. Donc les vieux sont obligés encore, pour l'amour qu'ils ont pour le pays. Le président Zissou a écrit, a dit, en ces temps-là. Vous voyez, dès qu'un jour nous-mêmes nous soyons en mesure de parler ainsi comme de Zissou. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'au niveau de la gouvernance du pays, je pense que l'essentiel se fait, d'ailleurs, pour tous ceux qui, on peut tout dire du président Yaïboni, le satisfait, elle vient non seulement des bailleurs de fonds, mais aussi au niveau politique. La preuve, c'est l'UIA. La preuve, c'est l'UIA. La preuve, c'est l'UIA. Et pour prendre la présidence de l'Union africaine, c'était quand même en face des grosses cylindrées. Pourtant, il a été choisi. Et je peux vous dire, pour mon âge, je suis actif au niveau politique, ça fait près de 27 ans. Et de ma mémoire, je n'ai pas encore vu un président de l'organisation de l'unité africaine
en venant à l'Union africaine, un président aussi actif. Un président aussi actif. Au point où j'avais eu crainte que les autres ne voudront pas vont nous renouveler le mandat. Et ceci, c'est un peu au détriment de notre pays, puisque ici au Bénin, les gens ont besoin de lui. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire qu'au niveau du gouvernement, on peut constater des fautes, on peut constater des erreurs. Il y a la Constitution a prévu ceux qui doivent les souligner. Mais aujourd'hui, je voudrais bien souligner cela, que l'antivaleur que nous cultivons dans le pays nous a amené aujourd'hui à un fait où vous avez des gens qui se proclament de l'opposition, mais qui en plein acte, dans les actes, sont carrément de la mouvance présidentielle. Ou vous voyez d'autres qui sont de la mouvance, et dans les actes, sont carrément des actes de l'opposition. C'est de l'anti... Non, non, non. Un courant interne ne vient pas devant les médias, vous avez dit interne. À l'interne, ça se vit à l'interne. Donc, il y a les choses sont dessous, sont dessous. Ce n'est pas une bonne chose pour... Monsieur Bararo, quelques 2 ou 3 questions des téléspectateurs. Vous avez déjà répondu à beaucoup de questions dans le lot que nous avons reçu. Quelqu'un demande, par rapport à tout ce que vous venez de dire, quel poste souhaiteriez-vous occuper dans le prochain gouvernement? Bon, écoutez, c'est le chef de l'État qui décide de ceux qui sont au gouvernement, de ceux qu'il maintient au gouvernement, de quand il renouvelle son gouvernement. Moi, pour tous ceux qui me connaissent, et ça c'est depuis, je ne dirais pas coup primaire, j'aime servir la République, j'aime servir la société. À tous les niveaux, M. Oussou, vous pouvez fouiller le parcours de M. Badarou, Moukaram, à tous les niveaux, moi je passe, j'aime servir. J'aime faire le sacrifice de soi pour le général, parce que je partage. On peut critiquer le président Sékou Touré pour autre chose, mais il a une phase forte que j'aime bien, entre être et avoir, qu'il a préféré être. Et moi-même, entre être et avoir, j'ai choisi l'être. Et donc être, c'est servir, je sais. Donc partout, on jugera que vous serez utile, vous êtes prêt. Alors quelqu'un demande... qu'est-ce que pense l'invité de la désignation des transitaires mandataires? Parce que c'est que c'est un domaine dans lequel vous officiez aussi, vous êtes un des acteurs portuaires aussi. Bon, vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, la division ne construit rien du tout. Si les transitaires peuvent se mettre ensemble, je crois que c'est tant mieux. Ils permettent même à l'autorité d'être en mesure de... je me rappelle une fois, j'étais avec le ministre, l'ancien ministre du Commerce, au niveau de son cabinet, où on a reçu les gens de ces acteurs portuaires, où les uns disaient autre chose, les autres... Donc, au finish, le ministre avait été obligé de leur dire, allez vous entendre revenir. Donc, pour répondre à cet ami, qu'il est utile pour les amis transitaires de s'organiser, de s'unir pour pouvoir défendre leur corporation. Et le gouvernement, je pense, pour ma part, n'attend pas autre chose d'eux que ça. M. Badarou, une question, les perspectives, est-ce qu'elles sont bonnes pour le Bénin? Je suis un homme d'espoir et d'espérance. Voilà pourquoi mon journal s'appelait d'ailleurs Bénin Espoir. Donc pour vous dire que les perspectives ne sont pas mauvaises, les perspectives sont bonnes. Du fait, vous savez, la plupart des actes que pose le gouvernement actuel, et sur lesquels un certain nombre de gens le critiquent, c'est des problèmes qui vont à la racine. C'est des problèmes qui vont au fin fond. Et dont les résultats peuvent même apparaître, certains résultats peuvent apparaître après même que ce gouvernement est passé. Et un gouvernement ne tient pas compte de la popularité de ses actes. Un gouvernement tient compte de l'importance, de l'intérêt des actes qu'il pose. Et au vu des différentes réformes, au vu des différents chantiers, on corrige quelques imperfections. Et je pense que ceci augure de bonnes perspectives pour notre pays. Et le reste aussi, la conscience que chaque Béninois prendra du fait que le développement du pays ne partira pas d'autre que de nous-mêmes. Je crois que... Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez juste un ou deux mots. C'est de vous remercier de m'avoir invité pour partager avec vous et l'ensemble de nos populations, c'est que 1 heure ou 1h30 de temps. Je voudrais vous remercier l'ensemble de vos téléspectateurs et dire que les difficultés que nous traversons dans notre pays, que si nous nous prenons bien, si nous nous mettons au travail, si nous cultivons la sincérité entre nous-mêmes, si nous cultivons un certain nombre de valeurs, si nous divorçons avec
de l'antivaleur, je puisse m'exprimer ainsi, en épousant des valeurs républicaines, des valeurs morales, des valeurs sociales, que nous réussirons à construire notre pays. Qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit opérateur économique, qu'on soit du secteur privé, ou qu'on soit au niveau de la société civile ou au niveau politique, c'est que nous prenons les intérêts de notre pays comme premiers intérêts et que nos intérêts propres soient relégués au second rang. Et ceci permettra à notre pays de continuer à être comme le Dahomey a été et que le Bénin soit comme un peu le Dahomey, et ça nous permettra vraiment de jouer notre partition dans le Conseil des Nations. Merci M. Moukara Madaro. Je rappelle que vous êtes conseiller communal élu pour la ville de Cotonou. Vous êtes président du mouvement Conscience Citoyenne qui bientôt va migrer en parti politique. Vous êtes venu sur ce plateau nous parler de vos observations en ce qui concerne l'animation de la vie politique et de quelques sujets brûlants de l'actualité nationale. Merci d'être venu et quant à vous, amis téléspectateurs, merci pour nous avoir suivis sur l'ensemble du réseau satellitaire de Canal 3 à Bénin. Je voudrais vous prier de suivre juste après cette émission Zone Franche un documentaire sur le bilan des 4 ans de gestion de la ville d'Abomey-Calavi. Merci pour nous avoir suivis. Rendez-vous à dimanche prochain pour une prochaine émission Zone Franche. Qui, passionnément, opiniâtrement, irréductiblement, se bat pour inscrire le débat d'idées, la liberté d'opinion dans le Bénin d'aujourd'hui. Qui, sinon, Canal 3 Bénin.